Élue dans Marie-Victorin en 85, elle a été députée pendant 22 ans. Lorsqu'elle se lance en politique, Cécile Vermette dispose d'une expérience de travail auprès des malades, des personnes âgées et des groupes communautaires, ainsi qu'en gestion de divers comités et conseils d'administration. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Vermette. Bonjour, M. Morin. Avant de faire de politique, vous étiez dans la gestion dans le secteur de la santé. Oui. Est-ce que cette expérience-là vous a servi tout au long de votre carrière de député? En fait, ce qui m'a le plus aidée, c'est d'être en l'empathie et d'être observatrice. Ça, c'est l'infirmière, ça. Ça, c'est l'infirmière, exactement, parce que quand tu es infirmière, il faut que tu fasses beaucoup d'empathie avec les gens que tu reçois, que tu accueilles, parce que tu vas avoir la cueillette d'informations, fait qu'il faut que tu saches comment t'y prendre pour avoir les bonnes informations. Deuxième chose, tu regardes toujours ton patient pour savoir est-ce qu'il change son faciès, qu'est-ce qu'il y a de l'air, y est-tu rouge, y est-tu blanc, y a-tu blanchi, y a-tu des taches, y a de la plus moite, bon, pour voir son état général de santé. Alors pour moi, ça a été des atouts extraordinaires parce que je pourrais vous dire, quand je rencontrais quelqu'un, je faisais mon porte-à-porte, je pouvais tout de suite saisir si la personne était prête avec moi ou contre moi. Juste par des petits gestes, des petites mimiques ou une façon s'approcher, se reculer, son petit sourire ou bon. Alors tout ça a été vraiment, pour moi, oui, une force et puis beaucoup d'empathie aussi. Ça demande beaucoup d'empathie pour être député. En tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que ça demande énormément d'empathie, en fait. Alors, pour être à l'écoute des gens, puis être capable aussi de se mettre à leur place puis de voir leur point de vue aussi. J'ai le moyen, mais je peux écouter le leur aussi, tu sais. Et moi, ça m'aidait. Puis souvent, dans les caucus, les gens n'aimaient pas ça parce que je leur disais, écoutez, moi, là, je suis sur le terrain, là. Je comprends, vous avez vos sondages, vous avez tout ça, là. Mais moi, là, je suis sur le terrain. Puis sur le terrain, là, c'est pas ça que je vois, puis c'est pas ça que j'entends, puis c'est pas ça que je saisis, là, tu sais. Alors oui, effectivement, ça nous aidait. Ça m'a aidé. Vous avez vos barèmes à vous. Je reviens à votre expérience de gestionnaire parce que M. Bouchard, je crois, ou M. Landry vous a nommé à la commission de l'administration. Oui, public. Public. Oui. Vous avez aimé ça? Ah, j'ai adoré. La commission de l'administration publique, je vais vous dire, d'abord, on essaie d'être le moins partisan possible. Donc, c'est sûr, c'est une commission politique, mais non partisane. En sorte que nous, on est là pour questionner les sous-ministres sur leur gestion. Alors, on faisait une nette différence entre le comment vous vous êtes pris et le quoi. Pourquoi vous êtes là? Ça, c'est votre job. Vous devez faire quelque chose. Mais qui a pris la décision? Ça ne vous regarde pas. Donc, on ne vous questionnera pas sur le qui a pris la décision et sur le pourquoi de la décision, mais sur le comment, par exemple, de la décision, comment vous êtes... finalement, là, on va vous interroger. Et on était là, écoutez, notre principale fonction était de vraiment s'acquitter de notre tâche, c'est-à-dire de vérifier si l'argent était bien dépensé, que le contribuable en avait pour son argent. Et si les politiques qu'on voulait mettre de l'avant étaient bien appliquées, bien comprises et qui respectaient la volonté, finalement, pour répondre aux besoins de la population. Donc, il y avait une collaboration entre l'opposition et le gouvernement? On est tous en lignée du même côté et nos invités sont en lignée de l'autre côté. Donc,
C'est chacun notre tour et puis on se respectait énormément là-dedans. Et souvent, il y avait des complicités aussi. Puis souvent, il y avait des sous-ministres qu'on disait, lui, il va y passer parce qu'on est tanné de se faire remplir. Alors oui, effectivement. Puis à la fin, on était pris tellement au sérieux parce qu'on leur donnait des devoirs. Puis on disait, on n'est pas content de vos questions, on n'est pas content de vos réponses. Et vous allez faire des devoirs, vous allez nous répondre convenablement par ça. Parce que ça, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Alors oui, on a travaillé très fort, mais le problème qu'on avait, cette commission-là, c'est qu'on passait après toutes les autres commissions. Donc, on n'avait pas toujours le temps, puis on travaille avec le vérificateur général. Donc, il y a une bonne complicité aussi qui se développe avec le vérificateur parce qu'on choisissait des paragouvernementaux, des institutions gouvernementales, puis qu'on voulait aller en profondeur, puis on demandait avec le vérificateur général, celui-là, ça, on va aller plus loin, on va en savoir davantage, est-ce que vous pourriez aller vérifier dans ces... Et on travaillait avec le vérificateur, puis on en choisissait, et avec le vérificateur, on faisait venir certains organismes gouvernementaux, paragouvernementaux, et on les questionnait sur leur gestion. Madame Vermette, en janvier 2001, à la surprise générale, ou presque, M. Lucien Bouchard démissionne. Est-ce que vous avez été pris de court par cette décision? Écoutez, j'arrivais de voyage. Mon fils travaillait à l'époque au Japon. Je descends de l'avion. Ma fille m'attend. Elle me dit, « Maman, tu sais pas quoi? » Et là, je me dis, il y a une catastrophe dans la famille, il se passe quelque chose pour que ma fille vienne me chercher à l'aéroport. Puis qu'elle me dit, « Maman, tu sais pas qu'est-ce qui se passe? » Je dis, « Il se passe quelque chose de grave. » Et j'ai jamais pensé que ça pouvait être Lucien Bouchard qui ait démissionné. Et je le croyais pas. Alors, évidemment, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé tout de suite pour vérifier si c'était vrai. J'ai écouté, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'arrive, je descends de l'avion et puis là, ma fille était en train de me dire que Lucien Bouchard a démissionné. Oui, c'est vrai, Lucien Bouchard quitte la vie politique. C'est un coup, hein, c'est un choc. Écoutez, j'avais eu un choc avec... là, c'était mon 3e départ. Là. Écoutez, ça commence à rentrer, en tout cas, en quelque part. Là. Tu te dis, oui, la cause est bien importante, mais ouf, là, à un moment donné, c'est dur. Alors là, tu te dis, bon, on va aller aux nouvelles, on va savoir qu'est-ce qui se passe avec tout ça et où on est rendu dans tout ça. Donc... c'était déjà rendu que Lucien Bouchard avait démissionné, puis que déjà, on était en marche pour trouver un nouveau chef, la course à chefferie, puis là, tout était en train de s'organiser en ce sens-là. Et à ce moment-là, écoutez, c'est 3 jours après, Bernard annonçait qu'il partait, il était déjà tout bien organisé. Alors, effectivement, je me suis mis tout de suite dans le camp de Bernard Landry. Je suis allée l'appuyer et puis je suis allée... Donc, l'adaptation n'a pas été très difficile. Bien, en fait, c'est la politique. Hein? Le roi est mort, vive le roi. Même si antérieurement, on sentait toujours qu'il y avait des antagonistes, là, ça a commencé à être plus dur. La course à la chefferie a vraiment été beaucoup plus dure à ce moment-là. Les enjeux étaient entre qui? Entre Mme Marois et Bernard Landry. Beaucoup de députés s'étaient positionnés avec Bernard, qui avait une longueur d'avance, évidemment. Et puis, même des chefs de cabinet de Mme Marois avaient passé au camp Landry, en fait. Donc, effectivement, à ce moment-là, je pense que Pauline a décliné à ce moment-là. Et quand elle a vu qu'il n'y avait pas nécessairement assez de force derrière elle et qu'elle n'était pas aussi préparée, donc elle s'est complètement retirée de la course et Bernard, finalement, a eu un couronnement. Alors, Bernard a pris la place et à partir de ce moment-là, c'est comme si... les gens qui étaient derrière Mme Marois acceptaient moins, finalement, le fait que Bernard Landry ait gagné, dans le fond. Et là, on sentait qu'il y avait un certain tiraillement, même si on s'était ralliés. Et ça a continué pendant quelques années? Ça a continué jusqu'à aujourd'hui, finalement, je pense. Il y a eu, Bernard a eu beaucoup, il y a eu toutes sortes de choses autour de ses attachés politiques, de ses chefs de cabinet. Il est obligé de se délester de pas mal de gens autour de lui.
parti. Et bon, et à un certain moment donné, il y a eu même des frondes. Bon, et puis là, après ça, Mme Marois, elle s'était ouverte. Elle s'est faite vraiment une lutte, là, vraiment à Bernard. Il y avait déjà un groupe qui, autour de Pauline, de députés, qui se rencontraient et qui discutaient, dans le fond, de la situation politique, qu'est-ce qui devait être fait. Et moi, je me souviens très bien d'avoir... écoute, c'est pas le temps de faire ça aussi, puis ça donne rien. Et finalement, comme l'été donne à réfléchir à tout le monde, on a eu un caucus au mois d'août pour la rentrée parlementaire. Et à ce moment-là, Mme Marois était sortie avec Nicole Léger pour annoncer ses couleurs et demander à M. Marois, en tout cas, qui n'était plus l'homme de la situation, M. Landry. à M. Landry, de réfléchir, en fin de compte, à la situation. Et elle lui demandait, en fin de compte, de repenser, en tout cas, toute son action politique et d'avoir une action plus appropriée, mais elle ne trouvait qu'à ce moment-là, elle ne trouvait pas assez appropriée. Et après, bon, ben, il y a eu le congrès avec ce que ça a comporté et puis la démission de M. Landry. Alors, qui, pour moi, a été un autre choc. C'était le 4e choc. Très important parce que là quand Bernard a décidé de partir, écoutez, je ne le croyais pas. Vraiment, je ne le croyais pas. Bernard a eu son pourcentage, 76 % du vote. Et comme on connaît Bernard, qui est soupe au lait, on l'avait eu plusieurs expériences auparavant, qui est assez prompt puis qui réagit rapidement, Bernard, finalement, personne n'a été autour de lui pour lui dire, écoute Bernard, respire un peu, là, on va aller chercher ta femme, on va t'entourer, puis on va aller chercher les députés, puis on va prendre une décision ensemble. Personne n'a dit ça. Ce que les gens ont dit, c'est Bernard, t'avais dit, si tu n'avais pas 80, tu t'en allais. Hein? C'est ça qui est arrivé. Alors, moi, j'avais vécu l'expérience précédente avec Lucien Bouchard, où Lucien Bouchard, qui lui aussi n'était pas satisfait de son vote d'appui, pourcentage du vote d'appui, on avait un bon leader qui s'appelait Guy Chevrette, qui était extraordinaire et qui avait un sens politique incroyable. Guy, j'en ai pas connu, en tout cas, qui avait autant le sens politique que Guy Chevrette. Il te l'avait le pif. Et Guy Chevrette, ce qu'il a fait, il a dit à M. Bouchard, tu vas aller dans ta chambre, là, va-t'en avec ta femme, va-t'en dans ta chambre d'hôtel. Il a appelé tous les députés. Il nous a tout fait venir. Là, il dit, écoute, ça va mal. Lui, Bouchard veut s'en aller. Et là, il nous a rassemblés. Il nous a dit, vous allez appeler un par un Bouchard. Vous allez lui dire que vous voulez qu'il reste. Puis après ça, on va faire venir Bouchard, puis on va discuter ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard a resté. Alors qu'avec Bernard Landry, il n'y a personne qui a fait ça. C'est qu'on l'a plutôt incité à dire, bien, Bernard, tu devrais partir. Et là, c'était épouvantable, le choc émotif que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on veut là, au parti? Qu'est-ce qu'on veut dans ce parti-là? Et si vous me demandiez si j'étais encore motivée, là, la motivation commençait à disparaître. Là, c'est vrai, parce que je me disais, on veut sonder les cœurs, les reins. Qu'est-ce qu'on attend de nos chefs? Ça n'a plus d'allure, là. Il n'y en a jamais un qui fait l'affaire. Et c'était, là, pour moi, un choc épouvantable. Et là, finalement, après, on a commencé, il y a eu l'intérim. Il y a eu l'intérim avec Mme Marel. Après ça, il y a eu une autre course à la chefferie. La plupart des députés, et moi-même, dans mon comté, on a travaillé très fort pour André Boisclair et j'ai eu le plus haut résultat pour André Boisclair dans mon comté. Donc, évidemment, je prenais un risque énorme parce que j'étais la voisine de Mme Marois aussi quand de comté, la voisine de comté de Mme Marois. Je prenais un risque énorme en faisant ça. Mais je ne pouvais pas aller contre mes convictions, en fait. Et mes convictions étaient que, bon, malgré tout, André, au moins, était le renouveau. Pour moi, il incarnait le renouveau, un vent de fraîcheur. Et puis, il y avait, André, malgré tout, une profondeur et une culture. Bon, en fait, ça a dérapé pour lui, évidemment,
parce qu'il y a eu tous les problèmes. Mais ce qui est arrivé pour André, je trouve que c'est arrivé trop tôt pour lui, parce que Bernard avait décidé probablement qu'il ne se représenterait plus comme au Parti québécois, comme député, comme, en fin de compte, aussi comme candidat pour être premier ministre ou à la chefferie. Donc, Bernard, il voulait finir son mandat. Et c'est ça, on s'était tous entendus dire, écoutez, on va laisser finir Bernard son mandat, puis on verra après, mais laissons-lui au moins le temps de finir son mandat. Ça, on s'était entendu l'ensemble des députés là-dessus, mais c'est pas ça qui est arrivé. Et Boisclair, lui, allait se préparer aux États-Unis parfaire ses études, puis probablement il serait revenu avec toutes ses études terminées, et là, il aurait pu finalement se lancer dans une véritable course et être beaucoup plus préparé. Mais tout ça s'est fait tellement rapidement pour nous, comme députés, puis pour nos membres aussi. C'était des changements, là. Ils se sont fait bousculer énormément à ce moment-là. Et je peux comprendre qu'après ça, là, après le départ, quand André Boisclair a décidé de quitter la vie politique parce que c'était intenable pour lui, bien, il n'y avait plus grand monde là, au portillon pour le Parti québécois, en fin de compte. Et je crois que l'ensemble des membres se sont penchés vers Mme Marois parce que, dans le fond, si on voulait que le parti persiste et perdure, on n'avait plus le choix. Il fallait continuer avec une personne d'expérience qui était Mme Marois. Dans les années 2000, début des années 2000, vous avez participé à des missions de parlementaires à l'étranger, à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce que vous avez acquis de ces expériences-là? Oh, extraordinaire. Écoutez, d'abord, je me suis aperçue que la politique, là, ce qu'on fait ici, c'est petit. Même si on pense que c'est important, c'est petit. Il y a un grand ensemble, hein? Et c'est incroyable comment ça fonctionne, l'organisation mondiale, tous les organismes, tous les parlements internationaux, mondiaux, et puis les grands parlements. Écoutez, j'ai fait celui de Londres, je suis allée à Munich, j'ai fait celui en Europe, à Paris. Donc, tous ces parlements-là, écoutez, là, on est petit à côté de ça. Là. On est très, très... Même aux États-Unis, j'ai participé beaucoup avec les États-Unis aussi. On vit dans un grand ensemble. Et que quand on prend une décision ici, ça a des influences un peu partout et que les influences de partout ont aussi une répercussion sur nos décisions. Absolument. Alors, et ce jeu politique-là, on n'en parle pas beaucoup. Nous autres, on est rivés sur nos petits problèmes ici, là, québécois, là, en s'imaginant que c'est la fin du monde. Mais non, c'est même pas la fin d'un monde. C'est incroyable. Et ça, ça m'a ouvert des horizons au niveau politique. Ça a développé aussi des amitiés sur le plan, écoutez, avec l'Afrique. Moi, j'ai adoré l'Afrique. C'est des grands espaces. L'Afrique, c'est un pays en émergence. C'est des gens qui veulent, qui ont une grande fierté. Et à chaque fois que j'allais en Afrique, je me disais, ces gens-là ont eu leur indépendance et nous ne l'avons pas. Et pour moi, c'était des grandes leçons, en fin de compte, ça aussi, de courage et de détermination. Et quand j'allais dans ces pays-là, puis je voyais des gens, écoutez, qui se battent pour avoir le droit de vote, qui se battent pour aller à l'école, pour avoir de l'enseignement, qui se battent pour avoir des soins de santé qui n'ont absolument rien, qui font des milles et des milles et des milles dans la brousse tous les jours pour aller à l'école, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de crayon, qui n'ont pas rien, qui vous quémandent. Ils ne nous quémandent pas de l'argent quand vous allez en Afrique. Ils vous quémandent du papier, des crayons, ils vous quémandent tout ce qui leur permet de pouvoir avoir accès à une éducation ou avoir au moins les possibilités d'écrire, en fait, ou d'étudier. Vous avez travaillé comme député avec 5 chefs différents. Oui. M. Johnson, M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry, M. Boisclair. Quelle relation ou quel souvenir vous gardez de vos relations avec chacun d'entre eux? Je vous dirais avec Pierre-Marc Johnson, comme c'était ma première expérience, pour moi, écoutez, je trouvais ça tellement extraordinaire de vivre cette expérience. Juste vivre cette expérience-là, c'était... Et tu n'oublies jamais la première fois. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est son départ. Et comme je vous ai dit... d'être obligé d'avoir pris position
en fin de compte, pour lui dire, bien, écoute, faut que tu partes, et puis, bon, moi, je vais appuyer quelqu'un d'autre. Ça, pour moi, ça a été excessivement douloureux. Après, c'était, écoutez, avec monsieur, je vous l'ai dit, monsieur Parizeau, pour moi, c'était le chef. Celui avec lequel je me sentais rassurée, avec lequel je savais où on s'en allait, et puis on avait les coups des franges, et puis vraiment, j'avais l'appui de mon chef. Avec monsieur Bouchard, c'était différent. Monsieur Bouchard, c'est une autre relation. Je vous dirais, Bouchard, il fallait être capable de tenir tête. Et ça, j'étais capable, par exemple, mais il fallait être capable, avec Bouchard, de pouvoir, avec lui. Ça prenait des arguments solides. Ça prenait des arguments solides, effectivement. Et il ne fallait pas se laisser intimider avec M. Bouchard, surtout pas se laisser intimider. Avec, et bien sûr, évidemment, avec Bernard Landry, ça, il y avait une forme d'amitié, en fin de compte, que j'avais pour lui. Parce que je considérais que Bernard, d'abord, moi, à chaque fois que j'écoute Bernard parler, et même encore aujourd'hui, j'apprends toujours quelque chose. Il est inspirant quand il fait ses discours, au niveau économique, au niveau de l'histoire du Québec, de la littérature du Québec. Il y a toujours un petit quelque chose qu'il apporte, qui fait qu'en sorte, quand j'ai fini de l'écouter, j'ai appris quelque chose. Alors ça, j'ai une grande admiration pour Bernard Landry. Et puis André, j'ai pas eu la chance tellement de le connaître, mais je me suis impliquée beaucoup pour lui parce que je trouvais que c'était la jeunesse, un vent de fraîcheur. C'était quelque chose qui aurait pu apporter au parti la différence. Une vision différente, plus moderne, en fin de compte, de la vision du parti et du Québec. En 2007, finalement, vous décidez de quitter la politique active. Qu'est-ce qui vous décide à partir? Je pense que je n'avais plus la passion. Et quand vous n'avez plus la passion, vous ne pouvez plus rester. Vous pouvez passer par-dessus tous les inconvénients de la vie politique. Si vous êtes encore passionné, vous avez toujours une foi à votre devenir. Mais après 5 chefs, je peux vous dire, et puis quand je voyais l'état, la situation, je n'avais plus cette passion-là de vouloir encore combattre, faire avancer la cause. J'avais comme l'impression de tourner en rond, qu'on n'était plus capable de vision. On était comme pris dans un corset et qui fait qu'en sorte, j'étouffais là-dedans. En terminant, Monsieur le Premier ministre, je vous aurai encore à l'œil. Ça sera dans un contexte complètement différent. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de président pour me ramener à l'ordre lorsque j'aurai certains conflits. Moi, je suis pas venue en politique pour critiquer puis dire que les autres sont pas fins, que nous autres, on est plus fins, puis que quand on va être là, on va être plus fins qu'eux autres parce que, bon, c'est notre taux, puis que nous autres, on a toujours été fins. Je ne suis pas venue en politique pour ça. Je suis venue en politique pour faire avancer des idées, pour une cause, et puis pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir de la fierté de dire, bien, nos élus nous font avancer dans la modernité, puis qu'on est capable, nous autres aussi, de s'ajuster, de s'adapter à ce devenir en puissance. Et là, je trouvais que non, le discours passait plus. Pour moi, le discours passait plus. Quel héritage vous laissez justement aux gens de Longueuil, aux gens de votre comté? Bien, je pense que ce que je leur laisse, c'est qu'on a travaillé très fort ensemble. On a développé énormément de choses. Je vous dirais qu'au niveau du logement social, on a entrepris énormément de logements sociaux. Au niveau des organismes communautaires, j'ai travaillé très fort avec eux. On a favorisé l'émergence, en tout cas, de grands projets intéressants, en fin de compte, pour la Rive-Sud. Apporter des fois des changements de mentalité, parce que je me battais toujours quand les gens étaient enfermés, emmurés là, dans une façon de voir les choses. Je n'ai jamais accepté ces choses-là. Pour moi, c'est pas parce qu'une chose n'existe pas qu'elle ne peut exister. Donc, je me battais toujours. Et je pense que je suis partie, puis j'avais un beau bilan quand je suis partie, je vais vous dire honnêtement. Et puis, je suis très, très fière d'avoir collaboré avec les élus en place, les gens en place, les organismes en place, à faire progresser, en fin de compte, les gens dans ce comté-là.
Durant vos 23 années en politique, vous êtes parmi les femmes qui ont connu une plus longue carrière en politique. Est-ce qu'au fil des ans, vous avez vu un changement dans le comportement des hommes envers, que ce soit les élus, que ce soit les électeurs, envers les femmes en politique? Je vous dirais, là où j'ai vu le vrai changement, c'est chez les femmes. Les femmes ont beaucoup plus confiance en elles. Elles prennent davantage leur place. Elles sont capables aussi de solidarité beaucoup plus qu'antérieurement. Et moi, je pense qu'effectivement, et les femmes ont fait progresser beaucoup l'Assemblée nationale parce qu'on avait le nombre. Et quand on a le nombre, on peut faire changer des choses. Oui. Et ne serait-ce que les horaires à l'Assemblée nationale. C'est les femmes, quand on est arrivé ici, on dit que c'est ça, passer une nuit blanche à faire des niaiseries, des piteries. Ça n'a pas d'allure. Donc, ce sont les femmes qui ont fait... et des changements sociaux aussi, notamment dans les dossiers pour la cause des femmes, mais dans tous les autres dossiers à caractère beaucoup plus humanitaire. Donc, on a toujours la pauvreté, en fin de compte, le dossier sur la pauvreté, le dossier sur les enfants, les gens dans la rue, tous les dossiers à caractère sociaux ou humanitaire, les femmes ont toujours fait progresser les causes dans ce domaine-là. On vous a connu comme étant plutôt discrète avec les médias. Est-ce que vos tribunes étaient plus à l'intérieur des caucus ou si vous aviez la même discrétion? Ah non. Dans les caucus, j'avais mon franc-parler. D'ailleurs, j'étais reconnue pour avoir mon franc-parler. Et ça m'a valu des fois d'être mis un peu de côté quelquefois parce que, justement, je n'ai pas la langue de bois. Donc, quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Est-ce que les caucus sont plus influents sur les politiques, je ne sais pas moi, le militantisme dans les comtés ou autres endroits? Parce qu'on dit souvent, le législatif, l'exécutif, il y a souvent des relations d'autorité. Je vous dirais même des fois tendu. Mais j'ai vu à certaines fois qu'il y a certains ministres qui voulaient passer un projet de loi sans trop en discuter avec ses députés, et puis que nous, les députés, on n'était pas en accord avec le projet de loi. Et j'ai vu des projets de loi qui ont été mis sur le boisseau parce qu'on n'était pas en accord avec ça. Et ça, je vous dis, des fois, les ministres n'étaient pas contents, n'étaient pas heureux. Mais il y a eu de fortes discussions dans les caucus. Et moi, j'ai toujours pensé que les vraies discussions devraient se passer dans les caucus, pas en dehors des caucus et pas aux journalistes. Depuis 2007, est-ce que vous vous intéressez encore à la politique, mais de quelle façon vous le faites? Je me suis impliquée avec la Fondation des parlementaires québécois, Culture à partager, parce que ça, je trouvais que c'était le prolongement des missions que j'avais faites, que j'avais vu l'importance, dans le fond, pour ces gens-là, l'éducation, avoir des livres. Donc, la Fondation, c'est le recyclage des livres qu'on fait parvenir dans les pays de la francophonie. Et ça, moi, je croyais qu'on pouvait jouer un rôle très important au niveau de la francophonie, à titre de culture francophone. Et à part la France, il n'y a pas beaucoup de pays francophones à l'heure actuelle qui ont tout de même assez d'ascendants pour être capables d'aider ces pays-là, en fait, compte. Alors, pour moi, c'était important. Et l'autre, maintenant, je m'implique avec l'Amicale des anciens parlementaires, où là, actuellement, en tant que présidente, je peux écrire mon petit éditorial. Donc, je peux faire valoir certaines idées. Et notamment, je pense qu'il est urgent qu'on change notre façon de faire la politique. Alors, je pense qu'il faut regarder ça d'une façon différente de la société aujourd'hui. Nos jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, nos jeunes à nous veulent s'impliquer dans la politique, mais pas de notre façon à nous qu'on le fait antérieurement. Ils ont une autre vision des choses. Ils veulent la faire d'une façon différente. Leur implication dans la société, elle est faite d'une façon très différente. Ils ont des causes à cœur, ces jeunes-là. Mais ils ne vivront pas comme nous, c'est sûr. On ne les a pas partis de la même place. Moi, là, mes jeunes, mes enfants, là, je voulais pas qu'ils travaillent comme moi je travaillais. J'ai voulu leur donner une longueur d'avance. Fait qu'ils partent, c'est une course à relais, ça. Fait que là, je viens de leur passer le bâton. C'est eux, puis ils vont le passer à leurs enfants, puis ils vont être encore plus loin, puis plus loin, puis plus loin. C'est ça qu'on veut dans une société. Je veux pas les maintenir là où moi je suis partie. Je veux qu'ils soient rendus plus loin. Donc, j'espère que la nouvelle génération de politiciens vont entendre ces messages-là, qu'ils vont s'ajuster en fonction de ça. Et moi, je suis convaincue
convaincue que, effectivement, j'ai jamais perdu l'espoir par rapport au Québec puis par rapport à tout ça, mais ça va se faire d'une façon différente. Ça ne se fera pas comme on pense que ça devrait être fait. Et on l'a toujours dit, ça va se faire d'une façon naturelle. Il y a matière à réflexion. Oui, tout à fait. Alors, je suis sortie de la politique, mais je peux vous dire que je m'intéresse encore à la politique. Merci beaucoup, Mme Vermette.